Alors, je pense que c'est quand même pas mal que tu dises un peu combien tu as d'enfants, depuis combien de temps vous faites l'annonce co, etc. Donc j'ai 4 enfants qui sont âgés aujourd'hui de 6 ans, 8 ans et demi, 11 ans et 13 ans. Et en fait, ils sont jamais allés à l'école. On a évoqué pour la première fois avec leur père le fait de ne pas les mettre à l'école quand l'aîné avait 4 mois. Donc on a eu le temps largement d'y penser, de mûrir, de se créer un réseau, avant même qu'il ait 6 ans, quoi. Et après, ça n'a jamais vraiment été remis en question. On leur demande régulièrement s'ils veulent aller à l'école, mais non, ils ne veulent pas aller à l'école. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'était un choix? Est-ce qu'à un moment, il y a eu un événement particulier qui a fait que vous avez pensé à ça? Ou est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que c'est un truc de fond? Comment En c'est fait, venu? quand on a commencé notre vie de famille, on va dire, on avait des choix d'être pas forcément complètement immergés dans la société classique, travail, maison. On avait fait en sorte de se créer une activité à domicile, on voulait vivre dans la nature, proche de la nature, et être à l'écoute de ce qu'on voulait vraiment faire nous. Et quand Robin est né, on a découvert une forme de parentage à l'écoute des besoins, et voilà. Et on avait confiance dans notre enfant pour être ce qu'il devait être, sans qu'on ait besoin de le dresser, de lui apprendre, nanana. Et le fait de ne pas aller à l'école, c'était une continuité de ce genre d'idées, quoi. Voilà. Et on voulait aussi vivre ensemble, quoi. Je sais pas comment dire. Être autonome, quoi. Voilà. Et c'est coulé de source. Et en plus, on a vu notre enfant grandir, apprendre à parler, à marcher, à découvrir plein de choses dans la vie. Et il nous semblait pas que pour certaines choses, il fallait aller à l'école pour les apprendre, en fait. C'est la vie. Et il grandissait dans la vie, il apprenait la vie. Et la lecture, l'écriture, compter, dessiner, chanter, tout ça, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. Donc il n'y avait pas de raison que pour certaines choses, il aille à l'école. En tout cas, on n'en a jamais ressenti le besoin. C'était ça. Au début, on disait ça aux gens. On ne trouve pas de bonne raison de les envoyer à l'école. On n'a toujours pas trouvé, en fait. Voilà. Ok. Et est-ce que il y a eu des moments où tu t'es dit oh là là, dans quoi je suis embarqué? Ou est-ce qu'il y a eu des gros... Enfin bon, là t'as continué donc. Mais est-ce qu'il y a eu des passages difficiles ou des blocages, quoi? Est-ce qu'il y a eu des... Non, il y a des moments de doute quand on élève un enfant, qu'on décide d'être dans la confiance et que les attentes de l'entourage ou quoi sont... Enfin, il y a des attentes sur le comportement d'un enfant, mais ça commence très très tôt. Moi j'ai commencé à avoir des remarques de ma famille sur le fait que mon enfant dormait avec moi quand il avait 5 mois. J'ai eu des remarques quand il était encore à 8 mois. Donc voilà, très tôt on a dû se positionner en disant non, mais de notre côté tout va bien. Moi ça me convient, lui ça lui convient, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas, quoi. Et donc après les attentes plus scolaires, on va dire, de lecture, etc. On avait déjà la posture on avait déjà travaillé notre posture de confiance et de... Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de doute. On a eu beaucoup de chance parce que Robin a parlé très tôt et puis il a su lire... je dis tout seul, ce qui ne veut rien dire, parce qu'il aurait été tout seul dans une forêt, il n'aurait pas appris à lire, mais on n'a jamais dû lui apprendre à lire, ou lui apprendre à lire. Petit, il venait sur mes genoux quand je faisais de l'ordinateur et il voulait m'aider. Du coup, je lui éplais ce que je voulais écrire et je lui montrais les lettres. Après, il savait reconnaître les lettres. Pour moi, c'était juste répondre à son désir de faire des choses avec moi. C'était pas dans le but de lui apprendre les lettres. Mais c'est avéré que ça lui a appris les lettres.
Puis, je sais pas, petit à petit, il a voulu écrire des trucs sur ses dessins. Il faisait des bulles au bonhomme. Donc, il fallait écrire des trucs d'or. Donc, on lui plaît. Et puis, après, je sais pas, j'ai essayé à un moment donné de faire des étiquettes avec des syllabes pour jouer. Il en avait rien à faire, ça marchait pas. Il comprenait, hein. Il comprenait, mais juste ça l'intéressait pas de faire ça, quoi. Du coup, j'ai laissé tomber. Mais lui s'est intéressé à la lecture et vers 7 ans, il a su lire. Enfin, officiellement, vers 7 ans et demi, 8 ans. Parce qu'il y a eu une grande phase, je pense, où il était capable de déchiffrer et il commençait à lire. Mais officiellement, il savait pas lire. Et si moi, je voulais par moment tester sa capacité à lire, il le sentait super vite. Et c'était, mais tu sais bien que je ne sais pas lire. Voilà. Et puis un jour, j'ai compris qu'il savait lire parce que c'est l'histoire que je raconte tout le temps. Alors, tu l'as peut-être déjà entendu, mais j'avais l'idée qu'on pourrait faire des frites pour le repas du soir. Je voulais juste pas me taper l'épluchage, la cuisson des frites et tout. Et donc j'ai demandé à leur père qu'est-ce qu'il en penserait si on faisait des FRITES pour le repas du soir. Je voulais pas dire frites pour pas que les enfants aient une fausse joie si lui il voulait pas suivre le projet. Et j'ai dit cette phrase FRITES et Robin il a fait « Ouah chouette, des frites !» J'ai dit « Attends mon petit bonhomme, tu sais lire à mon avis !» Et il a été interloqué et puis quelques temps plus tard, voilà, il lisait. Et sans que ce soit le grand événement, c'est qu'à un moment donné il lisait et c'était évident pour tout le monde sans qu'il y ait eu non plus « Je sais lire maintenant !» Enfin, voilà. Donc ça c'était chouette parce que c'est vrai que la lecture c'est quand même le truc qui préoccupe tout le monde. C'est vraiment l'apprentissage fondamental que si tu le fais pas, tu peux rien faire dans la vie. Enfin, et pour notre fils aîné, voilà, il s'est passé qu'il a su lire seul entre guillemets, juste parce que nous on répondait à ses questions à ce sujet-là comme aux autres. Et voilà, ça s'est produit tout seul. Et ça c'était facile en fait. Parce que s'il avait mis beaucoup plus de temps à lire, s'il n'avait pas du tout été intéressé, on aurait dû avoir ce travail de répondre à la pression sociale. Et je ne sais plus c'est quoi ta question. Ah oui, les moments de doute. Bon, voilà. Après, le deuxième, il a mis beaucoup, beaucoup plus longtemps à lire. C'était le langage écrit, parlé, tout, et pas un truc facile pour lui. Et du coup, il a 11 ans et demi et je dirais qu'il lit de façon fluide depuis peut-être même pas 1 an. Et ça a été un truc... il n'était pas intéressé pendant très 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 longtemps pour faire l'effort d'apprendre à lire. Et le jour où il a voulu le faire, ça s'est passé hyper simplement, avec de l'aide, parce qu'il nous a demandé de l'aide. Donc il a pas appris tout seul. Je l'ai dû l'accompagner dans son apprentissage quand il l'a demandé. Et voilà. Et maintenant il sait lire. Et je me dis des fois... déjà à 4 ans, ma sœur, elle me disait, quand il avait 4 ans, ma sœur me disait que je devais l'emmener voir un pédopsie parce que c'était pas normal qu'il parlait si peu. Et je me dis que s'il avait suivi le cursus classique des enfants qui vont à l'école, il aurait été étiqueté, ça aurait sans doute été ultra douloureux pour lui, beaucoup de mise en échec et pourquoi pas dyslexie, dysphrasie, machin, tous les trucs là, tous les problèmes, en fait, peut-être juste d'enfants à qui on laisse pas le temps pour avoir le désir de tel ou tel apprentissage, quoi. Et voilà, et quand les enfants grandissent, les doutes, ils s'effacent. On acquiert vraiment moi, je ressens une grande force de voir où ils sont aujourd'hui et que du coup, nos choix, ils sont validés par leur... Quand on les voit vivre, voilà, on sent qu'ils sont autonomes, bien dans leur basket, qu'ils ont des ressources, même quand ils connaissent pas un truc, ils ont la ressource pour le comprendre s'ils en ont besoin. Enfin voilà. Donc ça, voilà, ça fait que plus ça avance, moins t'as de doutes pour eux, quoi. Après, les relations avec la société, les contrôles, les compagnies, c'est autre chose. Mais quelque part, c'est nous qui le portons, ça c'est pas à eux de le porter en fait. Voilà. Ok. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des ressources, que ce soit des livres, des associations, etc., qui t'ont vraiment beaucoup soutenu dans ta démarche ? Alors, si je pense aux livres qui m'ont aidé dans l'éducation de mes enfants, c'est pas des manuels scolaires et tout, c'est beaucoup plus en amont
des bouquins du style Gordon Parents efficaces ou des bouquins de la Let's League qui m'ont appris à faire confiance à mon ressenti et à pas être dans le stress du parent qui souhaite que son enfant ait tel comportement à tel moment et tout. C'est ce genre de bouquin qui m'a permis de mettre en pratique la façon dont je voulais être mère en fait. Voilà, ça c'est important. Et les bouquins aussi qui m'ont aidée, alors ça peut paraître hors sujet. Les bouquins ou les conversations, les échanges avec d'autres personnes, c'est tout ce qui tourne autour de la féminité et de la femme au niveau de moi augmenter ma capacité à faire confiance à mon ressenti, à mon jugement, à ma puissance en tant que femme et en tant qu'être humain. Et ça joue pour tous les domaines de ma vie, toute mon attitude dans la vie et tout. Et forcément, ça a une influence sur comment je me comporte avec mes enfants, comment j'accepte leur être particulier. Et voilà. Donc j'ai fait ma première rencontre des enfants d'abord. Robin avait 5 ans, Martin 3, Charlotte 6 mois. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que je ressentais un besoin et que je me sentais perdue. Je le faisais vraiment dans l'optique... quand tu fais un choix marginal, les pressions sociales, elles sont tellement fortes que il est nécessaire de se mettre en réseau, quoi. Je l'avais déjà vu avec l'allaitement. Ça avait été vraiment bon pour moi de pouvoir rencontrer d'autres femmes qui allaitent régulièrement, échanger sur ce qu'on vivait et tout. Et donc là, vraiment, je suis allée à cette rencontre pour commencer à créer un réseau, pouvoir échanger tout ça avec des gens qui étaient dans les mêmes choix que moi. Et voilà, je n'ai pas quitté l'association, donc ça doit convenir à nos besoins. Ça nous a aidés. Ça fait juste que voilà, on peut vivre ce qu'on est dans un milieu où les gens comprennent ce qu'on fait, quoi. Enfin, voilà. On n'est pas toujours sur la défensive. Avoir des lieux où tu peux être justement, où ce que tu fais c'est banal, normal, et où du coup tu peux aussi avoir l'occasion de faire part de tes difficultés, de tes doutes, de tes questionnements et tout, parce que quand tu es face à des gens qui te jugent ou qui te disent mais ce que tu fais c'est n'importe quoi, tu peux pas, ça t'aide pas dans le sens où tu t'es pas en sécurité pour pouvoir dire je sais pas bien, je me demande, tu peux pas faire voir tes faiblesses ou tes questionnements, du coup être avec d'autres gens qui font ce choix et qui sont dans la recherche aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas de modèle de ce qu'on fait, puisqu'on décide que ce qui est bon pour nous, c'est pas écrit dans un livre, on doit l'inventer tous les jours. Voilà, pouvoir en parler avec d'autres, c'est chouette. Voilà. Je suis bien d'accord. Même si les intervieweurs sont pas censés le dire. Et qu'est-ce que tu ressens actuellement, ou même aussi dans tout ce qui s'est passé, comme, disons que comme agression qui te pompe par rapport à tes choix. Disons comme agression ou difficulté qui t'embête. Je pense que je suis vraiment plus du tout touchée par le regard extérieur des gens qui pensent qu'on est taré, fou, inconscient, blabla, irresponsable. Ça vraiment, ça fait longtemps que ça a disparu. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais été trop blessée. J'ai été souvent plutôt en colère du jugement qu'on pouvait porter sur nous alors qu'on ne nous connaissait pas vraiment. Mais je suis pas blessée. Le seul truc, on va dire, le petit nuage gris à l'horizon, mais alors j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus petit et de moins en moins gris. Évidemment, c'est le contrôle de l'État sur nos choix. On a pris pendant... ça fait quelques années que les enfants, on les déclare plus à l'inspection académique en IEF, du coup on est hors la loi. D'abord on s'est déclaré parce qu'on pensait que c'était normal de le faire. On a eu un premier contrôle qui s'est pas mal passé parce qu'ils se sont pas du tout intéressés aux enfants, ils ont juste discuté avec nous de ce qu'on voulait faire. Après ils nous ont donné des conseils, ils ont essayé de nous faire peur que vraiment on n'y arriverait pas, mais on sait tout. Et puis après les circonstances de notre vie ont fait qu'on a été en cours par correspondance classique, avec des supports de cours et tout, et ensuite on s'est débrouillé pour... Bon, il s'est avéré qu'on s'est rendu compte qu'on était plus ou moins oubliés par l'éducation nationale, du coup on a arrêté de faire les déclarations annuelles.
Et dans le souci de pas vivre avec cette pression, parce que la pression qu'on reçoit de l'État qui attend de nous des résultats au niveau de l'éducation de nos enfants, on la reporte sur nos enfants et du coup on ne peut plus être complètement dans la confiance parce qu'il y a une espèce de... Si ça ne marche pas, on va avoir une sanction. Et moi je pense que ça marche, mais les critères d'évaluation de l'État pour dire si ça marche ou pas ne sont pas les mêmes que les miens. Du coup, voilà. Donc on s'est mis à l'abri. Après, je crois qu'en ce moment, il s'avère qu'on se rappelle de nous et que nous allons bientôt avoir un contrôle. Mais finalement, après passer le moment de stress, le sentiment de se dire « Oh là là, on a été retrouvés, on est en faute », finalement, je ne me sens pas en faute. Je me sens complètement légitime dans le choix qu'on avait fait de ne pas déclarer. J'estime que ce n'est pas l'État qui doit décider de ce que tous les enfants de 16 ans doivent savoir et faire et connaître et être. Que l'État le définisse pour les enfants qu'on lui confie au sein de l'éducation nationale, je trouve ça plutôt normal. Après, quand tu ne fais pas le choix de passer par ce système-là, il me semble que avoir un monopole pour définir ce que c'est une bonne éducation pour tous les enfants d'un pays, il me semble qu'en fait c'est totalitaire. Surtout qu'aujourd'hui, le socle commun de compétences, il est tellement détaillé que c'est vraiment une espèce de formatage des esprits, quoi. À 16 ans, tu dois être comme ça. Et ouais, voilà. Du coup, je me sens pas en faute, je me sens juste dans un refus d'une norme qui est pas juste, qui est pas légitime, quoi. Voilà. Et bon, sans doute on va avoir un contrôle, mais pareil, finalement je suis plus du tout dans la crainte de ça. On vit plutôt bien. Voilà. Okay. Je sais pas. Peut-être j'aurais dû dire ça au début, ça répondait peut-être à ta première question. Mais je vais le dire maintenant parce que j'y pense maintenant, puis c'est un truc hyper important pour moi. C'est la raison, enfin, c'est pas la raison de la non-SCO, c'est la raison de comment je fonctionne avec mes enfants au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le unschooling, mais qui est plutôt pas décider de façon extérieure à l'enfant ce qu'il doit savoir et décider de lui apporter tel ou tel truc et qu'il faut qu'il l'intègre. Ouais. Et en fait, c'est un truc qui était peut-être déjà moteur pour moi avant, mais dont j'ai pris conscience de ce truc-là plus tardivement, quoi, et dans d'autres aspects de ma vie. C'est le fait de maîtriser les processus. Le processus d'apprentissage, pour moi, il est complètement singulier à chaque personne et inconnaissable. On ne peut pas savoir comment quelqu'un apprend quelque chose. Et le processus qui arrive à la maîtrise d'une compétence ou d'un savoir-faire, on ne peut pas le connaître, quoi. C'est un truc, c'est comme un processus de vie. On ne sait pas comment nos cellules elles fonctionnent. Quand on a faim, soif, machin, c'est notre corps qui nous envoie des signaux et on y répond, mais on ne sait pas comment ça marche. Et si on essayait de prendre conscience comment ça marche pour apporter le sucre, l'eau, enfin le truc dont on a besoin avant même le signal du corps, parce qu'on voudrait que ce soit hyper efficace, hyper normé, on voudrait contrôler, maîtriser tout, ça ne marcherait pas. Et l'apprentissage, c'est un peu pareil, quoi. On peut pas... On ne sait pas à l'avance que telle personne va avoir besoin de telle info à tel moment, il va avoir besoin de tant de temps pour la digérer, que cette info va lui donner l'envie d'avoir une autre info qui n'est pas la même que celle de son voisin, et comment il va élaborer tout ça pour finir à genre je sais lire. Et moi j'ai pris conscience que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire quand je suis face à quelque chose d'inconnu qui m'intéresse, que j'ai envie d'assumer par moi-même, comme réparer mon camion, j'ai pas envie que quelqu'un se pointe en me disant il se passe ça, donc il faut que tu fasses ça, parce que ça marche comme ça, parce que si, parce que ça. J'ai envie moi-même de me confronter au truc et de décortiquer, de chercher, de me tromper, c'est pas grave. Et de finir par arriver par moi-même à avoir compris un truc en faisant des essais-erreurs, et d'arriver à un résultat. Et là, quand j'ai réussi à
arriver à avoir réparé mon camion après avoir passé plein d'étapes. Putain, mais qu'est-ce que je ressens comme puissance. J'ai mis en œuvre ma puissance d'être humain à me confronter à un truc que je connais pas, à le décortiquer, à l'élaborer et réussir à arriver où je veux. Et je pense que offrir ça aux gens, la capacité de vivre par eux-mêmes avec leurs propres ressources pour arriver là où ils veulent, là où la vie les porte, là où ils ont besoin de choses, enfin besoin de savoir lire, besoin de je sais pas quoi, bah, c'est un merveilleux cadeau quoi, parce que à chaque expérience comme ça que tu vis, tu ressens ta puissance et ton autonomie quoi. Ce qui veut pas dire d'être seul. Moi, quand je veux réparer mon camion, je pose des questions à des gens qui savent mieux que moi, ou j'estime qu'ils savent peut-être mieux que moi, ou qu'ils ont des infos que j'ai pas et tout. C'est pas être seul, mais ça veut dire être le moteur de ton propre processus pour arriver là où tu veux quoi. Et je pense que quelqu'un d'analphabète qui saurait pas compter, qui saurait pas lire, ni écrire, mais qui aurait la conscience et qui saurait mettre en œuvre sa puissance et qui n'aurait pas l'impression qu'il dépend des autres pour accéder à la connaissance, il peut faire ce qu'il veut en fait. Parce qu'il sait qu'il peut. Il peut tout. Tu peux tout. En fait, on peut tout. Juste, on le sait pas. Et offrir à un enfant de grandir de façon à ce qu'à chaque étape, il acquiert la certitude qu'il peut, et ben voilà. Enfin, voilà. Donc je pense que quelqu'un qui serait analphabète, s'il a confiance dans ses capacités de faire face à l'inconnu et de trouver des ressources et ben voilà, c'est bon. Il peut tout ce qu'il veut dans sa vie quoi. Voilà, c'est un moteur du choix. Un très beau. Donc voilà, après, voilà, quand on en est là, de la réflexion, quand j'ai pris conscience de tout ça et que mes enfants, je les vois grandir, ils s'éloignent de moi, ils vivent plein de choses sans moi, et quand je vois le retour des gens qui ont vécu des trucs avec eux, ou quand je vois eux comment ils me rapportent ce qu'ils vivent, et je les vois à l'aise dans leurs difficultés, quand je les vois s'enthousiasmer pour des trucs et tout, je peux pas avoir de doute sur leur capacité à être des êtres humains puissants, capables de prendre en charge leur bonheur, leurs besoins, enfin voilà. Et donc après un socle commun de connaissances à côté de ça, mais c'est du pipi de chat, j'ose le dire quoi. C'est rien, c'est je veux dire, au pire du pire, si j'acceptais que l'éducation nationale teste mes enfants et qu'il s'avérait que mes enfants étaient nuls selon les critères de l'éducation nationale, mais franchement, ça a quoi comme importance, quoi? Pour l'éducation nationale, mes enfants sont nuls, d'accord. Mais franchement, l'éducation nationale, depuis le temps qu'elle est là, elle n'a pas réussi à prouver qu'elle pouvait faire des individus heureux, autonomes, libres. Donc ça n'a pas d'importance. Et je suis même convaincue que si jamais on avait une énorme menace du style, on vous retire vos enfants parce que vous n'êtes pas capable de vous en occuper, soit on change de pays, ça c'est simple. Voilà, on fait là où j'habite, 300 bornes, on est à l'étranger, donc voilà. Mais si on décidait de rester là et de faire avec les autorités de notre pays, mais je suis sûre que le socle commun, si mes enfants décident que oui, d'accord, pour pouvoir vivre plus tranquille, mais je suis sûre qu'ils sont capables de le maîtriser en quelques semaines, le socle commun de connaissances, quoi. Parce que quand ils veulent un truc, ils y arrivent, quoi. Donc, s'ils décident de maîtriser le socle commun à 14 ans et pas à 16 parce que c'est utile pour nous et qu'ils le désirent, parce qu'ils y voient un intérêt, même si c'est pas le même intérêt que l'éducation nationale, mais un intérêt à nous, on y arrive, c'est tout. Donc en fait, voilà. Pas vraiment de peur finalement. C'est un grand sentiment de puissance finalement. Et est-ce que tu as envie d'expliquer en quoi les contrôles et donc le contrôle de l'État sur toute l'éducation de toute personne
est un danger par rapport aux libertés, parce que c'est une liberté qui est écrite dans les droits de l'homme. Mais enfin, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi, et je trouve que c'est quand même important et que ça nous porte, même si on met pas des mots dessus, ça nous porte beaucoup ce besoin de liberté, quoi. Je suis pas sûre de bien comprendre ta question. Ah En fait, pourquoi est-ce que je dis que il me semble qu'un État qui détermine ce que tous les enfants d'un pays doivent savoir et maîtriser à 16 ans est contraire à nos libertés ou porte atteinte à nos libertés. Ouais. Simplement parce que l'État, c'est une institution constituée de une multitude d'institutions sociales, éducatives, médicales, professionnelles, tout ce qu'on veut. Que c'est pas nouveau de dire que toute institution travaille d'abord et avant tout à sa perduration propre. Avant, elle est créée pour un besoin social, mais finalement, une fois qu'elle est en place, elle a comme but premier de se maintenir. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Ivan Illich, c'est plein de penseurs, des sociologues. Voilà, donc c'est pas une nouveauté, mais on l'oublie tout le temps. On oublie tout le temps ça. Et donc l'institution scolaire, elle a sans doute répondu à des besoins, elle répond encore à des besoins, je pense, de certaines personnes dans la société. Elle a besoin de perdurer et comme toute association, comme toute institution, elle veut prendre toute la place. Du coup, il faut que tous les gens rentrent dans son moule. Dans son moule. Et pour un État, déterminer tout le cursus d'apprentissage des enfants de 6 à 16 ans, sans compter que plus de 95% vont à l'école dès 2 ou 3 ans, en fait, c'est une maîtrise de comment les gens vont voir le monde autour d'eux, quoi. On t'apprend l'histoire de telle façon, on t'apprend les maths de telle façon, la littérature, on te montre tel type de littérature, et tel type de littérature, on va en tirer tel aspect ou quoi. Moi, j'ai lu Zola à l'école comme plein de gens. Voilà, bon, j'aimais bien le français, j'aimais bien la littérature, du coup, c'était pas trop chiant, mais j'ai relu Zola adulte. J'ai réalisé à quel point on avait retiré de Zola dans tout ce qu'on en avait sorti à l'école, tout ce qui pouvait être subversif sur la société, quoi. En fait, on fait lire Zola à l'école. Pour la plupart des gens, ça va juste les dégoûter de Zola, donc comme ça, c'est bon, ils n'y reviendront pas plus tard. Du coup, on t'a présenté Zola comme ça. Tout ce qui était subversif dans sa pensée, dans ce qu'il pouvait écrire, décrire et tout ça, on fait en sorte que tu le vois pas. Comme tu n'y reviens pas adulte parce qu'on t'en a dégoûté, la culture française, c'est ça. Mais en fait, non, Zola, c'est aussi d'autres choses, mais qu'on n'a pas envie que les gens en prennent conscience. Donc, en fait, oui, c'est du formatage, quoi. Alors, les gens sont libres de mettre leurs enfants à l'éducation nationale, c'est leur problème, l'éducation nationale fonctionne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tromperie, voilà. Hop, tu confies ton enfant à une institution, tu espères qu'on fera en sorte qu'il trouvera un boulot, je sais pas quoi. Mais quand on décide que tous les enfants doivent être formatés de cette façon, oui, c'est totalitaire. On forme des esprits à un certain mode de pensée, à un certain mode de priorité dans la vie. Et voilà, c'est totalitaire. C'est en France que ça se passe, mais c'est soviétique, c'est stalinien comme façon de procéder, en fait. On n'accepte pas la différence ne doit pas exister. Mais on peut comprendre, hein, pour un État où il y a tellement de choses qui se passent mal, apprendre aux gens que c'est comme ça et qu'on peut rien y faire, c'est plus confortable que d'accepter que des gens grandissent autrement et peut-être critiquent, quoi. Voilà. Je sais pas. J'ai l'impression aussi d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Moi je suis d'accord avec toi, on est d'accord, mais je trouve que c'est pas des portes ouvertes quand même. Je trouve que ça fait du bien de... C'est pas évident, quoi, tu vois. D'ailleurs, si c'était évident, t'aurais pris 20 secondes pour le dire. Ouais, c'est vrai. Alors, donc là, je te lis la licence, c'est pour l'acceptation de la licence pour cette vidéo.
Donc la licence attachée à la vidéo est la suivante. Donc vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public, de modifier cette création selon les conditions suivantes. Bon, tu l'avais déjà lu, on te l'avait déjà, tu la connais Oui. D'accord, donc je lis juste les mots-clés. Donc fidélité, donc qui est une séquence question-réponse ne peut être modifiée ou réduite. Paternité, pas d'utilisation commerciale et partage des conditions initiales à l'identique. Donc est-ce que tu es d'accord avec cette licence? Oui. Ok.